Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve exceptionnellement un mardi soir pour Tailgate, tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est la trade deadline. Alors c'était une émission qui, on va le dire, n'était pas spécialement prévue, mais devant l'ampleur du nombre de trades qu'il y a eu aujourd'hui, on a décidé de faire une réaction un peu à chaud de cette trade deadline avec vous. Donc n'hésitez pas vraiment aujourd'hui, si vous êtes supporter de n'importe quelle franchise, euh, qui a tradé ou qui n'a pas tradé, nous dire ce que vous avez pensé des différents échanges qui ont eu lieu tout au long de la journée. En tout et pour tout, on a eu 9 échanges aujourd'hui plus ou moins importants. Et pour en parler avec moi ce soir, j'accueille mon fidèle compagnon de toujours, Yaya. Salut Yaya, comment tu vas? Salut Flav, salut à tous les agents libres en quête de contrat, puisque il va y avoir quelques free agents, je pense, mais tu vas Ouais, expliquer ouais. tout ça. Il y en a qui n'ont pas été pris, mais il y en a qui n'ont pas été pris. Ouais. Oh, ils vont nous rejoindre très prochainement. Oui, alors, la trade deadline, pourquoi est-ce que c'est si important? Déjà, on va commencer par ça. Pour ceux qui ne suivent pas la NFL depuis très longtemps, à partir de maintenant, puisque depuis 21h, les équipes n'ont plus le droit de faire d'échanges, à partir de maintenant, il n'est plus possible pour une équipe NFL d'échanger un joueur avec un autre, avec une autre franchise. Le seul moyen de rajouter un joueur à son effectif, c'est de prendre un joueur qui n'a pas de contrat, ce qu'on appelle un agent libre. Et donc là, dans ce cas-là, si un joueur, par exemple, est coupé par sa franchise, il peut signer un contrat ailleurs. C'était le cas d'Odell Beckham Jr., par exemple, l'an dernier, quand il est arrivé chez les Rams. Mais sinon, on ne peut plus faire d'échange à partir de ce soir entre deux franchises NFL. C'est bien ça, j'ai bien expliqué, mon cher Yaya. Exactement. Maintenant, pour ajuster l'effectif, c'est prendre des joueurs qui n'ont pas de contrat. Et justement, les joueurs qui n'ont pas réussi à trouver preneur vont trouver un accord avec leur franchise pour être coupés. Ou si le contrat n'est pas garanti, lui mettre un coup de pied aux fesses en dehors de la franchise. Et par exemple, le cas d'Odell Beckham Jr., qui est encore intéressant cette année, qui lui n'a pas de contrat, hein, qui est actuellement blessé et qui n'a pas de contrat, il pourra signer où il veut quand il reviendra de blessure, il n'y a aucun problème parce qu'il n'appartient pas actuellement à une franchise NFL. Voilà pour, en gros, pourquoi est-ce que c'est si important, puisque à partir de ce soir, les effectifs ne sont pas figés dans le marbre, mais sont quand même bien Bien calibré établi. jusqu'à la fin de saison. Voilà, bien établi jusqu'à la Mm, fin de saison. On va totalement. commencer cette petite revue d'effectifs. Alors, on va pas faire les 9 trades qui ont eu lieu aujourd'hui parce que ce serait un peu long, surtout qu'on va parler des trades aussi qui ne se sont pas faits, ce qui est tout aussi intéressant parfois. Oui, On va un commencer très beau avec sympa. les Bears de Chicago. Les Bears de Chicago qui ont été l'équipe la plus active sur le marché des échanges, puisqu'ils ont laissé partir 2 de leurs défenseurs. Robert Quinn, c'était la semaine dernière du côté des Eagles, et hier, Roquan Smith du côté des Ravens. On se disait alors que Chicago allait partir dans une nouvelle reconstruction à coup de tour de draft, qu'ils avaient fait une croix sur cette saison, ce qui s'expliquerait très largement étant donné la saison qu'ils réalisent. Et là, stupeur à 18h30 heure française, on apprend que les Bears sont allés chercher Chase Claypool du côté des Steelers. Donc ils ajoutent une cible de choix à Justin Fields, puisqu'ils ne vont pas chercher n'importe quel receveur, c'est quand même un bon receveur. La question est, mon cher Yaya, à quoi jouent les Bears? Eh ben, bonne question. Moi, je pense que justement, dans cette trade deadline, ils auraient dû essayer de trouver un GM et une stratégie, parce que c'est complètement illisible ce qu'ils ont voulu faire. Donc, trader un deuxième tour de draft. Alors, en NFL, les tours de draft ont plus de valeur que dans d'autres sports où un deuxième tour peut sortir un bon joueur, même un quatrième Voir un Tom voir Brady. voilà, oui, mais c'est une exception et même les joueurs undrafted peuvent être, très, Ah très oui, forts. oui. C'est un sport où il y a tellement de turnover que tout le monde peut y arriver, mais quand on a un deuxième tour de draft, ça veut dire quand même qu'il y a un certain niveau parce que, les effectifs, c'est quand même 53 Oui, joueurs 53. plus un practice squad, donc une équipe, de réserve qui est là pour l'entraînement.
Ça fait quand même beaucoup de joueurs, donc un deuxième tour de draft, c'est du talent. Donc brader un deuxième tour de draft pour un receveur, alors que tu sais même pas si ton quarterback fait la maille. Ouais. Alors Alors, certes, il y avait enfin, le problème de Chicago, c'est qu'il y avait très, très peu de certitudes et ils avaient, 2 bons défenseurs qu'ils ont envoyés, à d'autres équipes, excuse-moi. Mais, donc Robert Quinn Roquan j'ai Smith. et Roquan Roquan Smith. Smith. Alors Roquan Smith, il voulait pas jouer pour les Bears Voilà, en début de ouais, saison. ouais, ouais. OK, mais, Quinn, pourquoi le trader dans ce cas-là si tu vas chercher un receveur? Après, alors surtout que, ils ont un jeu de course qui est pas si mauvais que ça, nos amis chicagoans. Donc, je ne comprends pas du tout quel est l'objectif. Ah, salut Et Bertrand. nous accueillons notre deuxième larron. Il a tout fait, vraiment tout fait pour être à l'heure avec nous. Voilà, il a vraiment essayé d'être au maximum avec nous. Et croyez bien qu'il n'est pas rentré chez lui depuis longtemps et pourtant il est avec nous. Salut Bertrand, comment tu vas? Bonsoir à tous, salut les agents libres, désolé du retard, vous m'excuserez à tous. Oh Je ne oui, vais oui, pas faire perdre plus de temps. on t'excuse pleinement. On était en train de parler justement des Bears de Les oursins. Chicago, donc qui ont tradé Roquan Smith et Robert Quinn pour finalement aller chercher Chase Claypool tout à l'heure. Au final, les tours de draft qu'ils avaient gagnés avec les trades de Robert Quinn et de Roquan Smith, ils en ont repassé une certaine partie pour Chase Claypool. Et Un notamment, seul. oui, non, mais notamment leur deuxième tour qui leur appartient en propre, c'est-à-dire que c'est celui des Bears qu'ils ont tradé aujourd'hui, et non pas celui que les Ravens leur avaient donné hier. Et autant dire que le tour de draft des Bears devrait être plus intéressant que celui des Ravens cette année si on se fie au classement. Bertrand, est-ce que toi tu as une explication? Parce que moi et Yaya, on n'en a pas. Ils jouent à quoi les Bears? Il joue à quoi? Il joue à une gestion d'effectifs un peu bizarroïde, où effectivement on voit pas comment je vais dire, on voit pas une ligne directrice très très claire. Il se sépare quand même de joueurs assez importants. Je pense que vous êtes revenu dessus auparavant, même si les joueurs voulaient partir, enfin surtout Robert Roquan Quinn. Smith. Roquan Smith, pardon, avec les R, je m'y perds. Surtout Roquan Smith. Donc au final, quel était vraiment dans tout ça le but? Il récupère donc Chase Claypool en retour. Les tours de draft, comme tu l'as dit, qui sont ceux qu'ils ont récupérés, ceux qui donnent. Donc je sais pas si c'est pas une volonté de la franchise de tout du moins à un moment donné peut-être comment je vais dire ça, parce que c'est un peu compliqué, mais tout du moins pas une reconstruction, mais je sais pas, c'est un peu incompréhensible. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de grosses explications rationnelles dans tout ça. Et puis surtout, pourquoi Chase Claypool a accepté de venir à Chicago Ah, il a pas eu dans le une choix. équipe qui s'enterre. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas eu le choix, oui, tu vas me dire, c'est en soi, mais je sais pas, c'est un peu compliqué tout ça. J'ai du Il mal aura, à saisir le fond. il aura le choix sur son extension de contrat, par contre. Oui, mais il lui reste 1 an et Oui, demi, donc Bah oui, 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 oui. Ah oui, bien alors, sûr. j'ai vu passer un mème, sur les réseaux, sociaux où, il disait que l'ère TikTok est finie à Pittsburgh. Parce qu'on sait que Claypool est avec, Juju Smith-Schuster, est passé plus de Ouais. temps sur, mais pour blague mise à part, je pense que, pour moi, le seul, intérêt, c'est de dire, on est en rebuild, on dit, OK, mais on essaye de donner une cible, «crédible» entre guillemets, même si pour moi Claypool n'est pas un receveur numéro un, c'est un 2, voire 2,5 dans une bonne équipe, hein, je parle. Et si Fields ne step up pas à la passe d'ici la fin de saison, ben, merci monsieur, dame, au revoir. Voilà. Tu as Mais précisément. ça fait un peu cher pour savoir ce qu'on a, quoi.
Voilà, tu as précisément devancé ma prochaine question qui était justement de savoir si Chase Claypool pouvait apporter une vraie plus-value au-delà de la gestion qui nous semble ce soir bizarroïde, mais peut-être qu'il y a une logique qui nous échappe. Est-ce que Chase Claypool peut vraiment apporter une plus-value dans cette équipe? Alors, on a vu un Justin Fields un petit peu plus à l'aise par moment sur ses derniers matchs, pouvoir passer le ballon un peu plus. Est-ce que Chase Claypool, Bertrand, toi, tu le vois pouvoir réussir au Bears? Bah, globalement, réussir aux Bears, de toute façon, vu la tournure de sa saison, on va dire chez les Steelers, je pense que de toute manière, être dans un nouvel environnement, ça sera peut-être pas plus mal pour lui. Après, je vois pas où il y aura plus de réussite à l'heure actuelle vis-à-vis du niveau de jeu qui est produit. Parce que déjà, par rapport à ce que Justin Fields pouvait faire avec Darnell Mooney, même s'il y avait des bonnes connexions, hein, mais bon, ça c'était quand même assez limité. Ou Dante Pettis, qui est d'ailleurs un ancien des Giants, qui est arrivé dans cet effectif, et pour le coup, faisait aussi ce qu'il pouvait. Voilà, moi je vois juste les choses comme une pièce rapportée supplémentaire qui, au final, va se perdre dans les méandres de Chicago Bears et dans leur saison un peu chaotique qu'ils vont avoir. Donc, comme disait Yaya, il a pas, Chase Claypool n'a pas choisi son sort, entre guillemets. Et ça, je suis bien d'accord avec lui. Mais c'est sûr que si on parle que de la franchise en elle-même et du devenir de l'attaque, bah, j'ai peur que de toute façon, la ligne ne protège pas suffisamment, qu'il n'ait pas suffisamment de temps pour passer correctement. Et Chase Claypool ou pas Chase Claypool, que ça soit toujours le même souci au final à la fin des matchs. Donc, non, je vois pas les choses s'améliorer en tout cas, non. On salue Biotime qui est avec nous dans le chat, comme souvent, et c'est un fidèle. On parlera des Packers en fin d'émission, Biotime. Alors reste avec nous parce qu'on veut bien avoir ton avis aussi sur les Packers et sur les autres équipes si tu veux le donner, il n'y a aucun souci. Et vraiment, si vous êtes en ce moment sur Twitch et sur YouTube, n'hésitez pas à commenter. Si vous êtes sur Twitter, venez sur l'un des deux réseaux sociaux pour qu'on puisse voir vos commentaires et parler avec vous. On passe, les amis, Ah, à une équipe. par contre, Oui, excuse-moi, juste une chose. Si dans la gestion des Bears au niveau du board, c'est simplement de se dire qu'ils ont pris les stats de leur équipe en disant mince, on est 31e au yard à la passe et 31e aux tentatives de passe sur la saison, depuis le début de la saison, et qu'ils ont fait ce recrutement que là-dessus, bah, c'est un peu inquiétant sur la logique de recrutement là, de cette équipe, hein, parce que ça fait peur hein, pour ceux qui surtout que sont. les tentatives de passe, elles vont pas forcément s'améliorer juste parce qu'il y a Chase Claypool. Tu vois, Voilà, c'est plus mais le quarterback. je disais ça avec ironie, mais pour le coup, y a de quoi se Ouais, poser la question quand même. Mais Chase Claypool, depuis sa saison rookie, je trouve pas oui, qu'il ait c'est ça. La montré saison grand-chose dernière, parce que c'était déjà pas étincelant. Hein. oui, et on se souvient que au lieu de se dépêcher, il célèbre un first down et qui fait perdre le match aux Ah oui, Steelers. c'est vrai. Enfin, Je l'avais oublié celle-là, c'est vrai, c'est pas il a, faux. il a des vraies sautes de concentration. Et pourtant, il est canadien. Donc, Eh oui. Mm. Il est canadien. Ouais. Bon, les amis, on passe à peut-être l'équipe qui sera la plus gagnante dans cette soirée. On fera probablement un article dans la semaine, les gagnants et les perdants de la trade deadline, mais c'est sans doute l'une des grandes gagnantes de cette journée. Ce sont les Dolphins de Miami qui se sont retrouvés avec deux renforts de choix. Chubb en défense qui arrive des Broncos de Denver et Jeff Wilson qui est en provenance, le running back en provenance des 49ers de San Francisco. Bertrand, est-ce que là, les Dolphins ont affiché leurs ambitions? Alors là, on est déjà beaucoup plus dans de la cohérence au niveau, entre guillemets, des intentions, du devenir de l'équipe, par rapport à justement leur très bon début de saison. Alors après, avec les hauts et les bas dus aux blessures de Tagovailoa ou celles que quand Teddy Bridgewater est rentré. Mais on sent qu'il y a déjà plus une logique d'une équipe qui a des résultats, qui montre qu'il peut en avoir, vu le jeu qui est produit à la passe avec Tyreek Hill et Jalen Waddle. Donc on a quand même quelque chose de beaucoup plus, je vais dire, abouti. Enfin, en tout cas dans la réflexion de ce qui est fait. Alors après, Raheem Mostert, Jeff Wilson Jr., je vois ils aiment bien aller chercher du côté de San Francisco leur coureur, parce que Raheem Mostert était un coureur qui venait de San Francisco aussi, pour le coup. Et donc, il y a une continuité.
Alors, Jeff Wilson Jr. était quand même, soi-disant, entre guillemets, l'option numéro 1 à la course durant ce début de saison. Est-ce que ça va être vraiment un partage entre les deux coureurs, Mostert et lui-même, pour pouvoir faire avancer l'équipe? Ça, faudra voir comment tout ça va se gérer correctement. Maintenant, je pense que pour moi, après, je vais voir l'avis de Yaya également, mais pour moi, l'ajout significatif, c'est quand même de Chubb en défense, parce que là, dans une équipe qui était déjà performante en défense au niveau de l'impact, au niveau des matchs, sans être vraiment une équipe qui blitz constamment, l'apport de Bradley Chubb va quand même leur faire passer un cap, un step-up qui est peut-être bien nécessaire dans une division qui comprend déjà les Bills et qui, justement, fait que c'est assez compliqué de faire une qualification en playoff. Si je ne dis pas de bêtises, Yaya, et je te donne la parole tout de suite, si je ne dis pas de bêtises, les Dolphins sont l'une des pires équipes cette année en nombre de sacs. Ils en ont que 15 depuis le début de la saison. Justement, est-ce que Bradley Chubb a été recruté? En fait, on a l'impression que les Dolphins, et tu vas me dire ce que tu en penses, ont vraiment ciblé leur, entre guillemets, défaut depuis le début de la saison. On avait un jeu de passe très efficace avec Tyreek Hill et Jalen Waddle, et ils sont allés chercher un running back pour un petit peu diversifier ce jeu offensif. On avait un problème de nombre de sacs en défense. Ils sont allés chercher Chubb du côté des Broncos. Des choix qui te semblent cohérents, Yaya? Alors moi, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est exactement ça. Je pense que Mostert n'a pas pris sa chance sur le jeu de course. Il savait que du côté de San Francisco, l'arrivée de CMC bloquait Wilson. Ils ont été chercher Wilson. Ils ont été le chercher. C'est pour moi déjà par rapport à l'attaque un très bon ajout parce que c'est vraiment ce qui manquait, un running back qui puisse dominer vraiment. Ensuite, pour ce qui est effectivement de la défense, c'est surtout la défense dans les airs qui était problématique de mémoire. Alors, j'ai pas eu le temps de tout regarder, mais de mémoire, c'était ça. C'est-à-dire que les cornerbacks se faisaient, le backfield en général se faisait prendre. Et justement, pouvoir mettre de la pression sur les quarterbacks adverses va pouvoir permettre de gagner un petit peu de temps pour les cornerbacks et de soulager tout le backfield. Donc oui, c'est une équipe qui sait ce qu'elle veut. Moi, le bémol que je mets, c'est est-ce que c'est pas un peu trop tard pour aller chercher le titre de division? Je pense qu'ils visent la place en wildcard. Hein. Ouais, c'est Oui. ça. Alors, chercher la place en wildcard, ça fait quand même un gros investissement pour une place en wildcard. Alors, ou après, c'est des moves pour le long terme, parce que c'est. Ah oui, je pense aussi. Je pense aussi qu'il y a une vision à long terme. Hein, mais je pense que là, pour cette saison, ils savent. Enfin, il faudrait vraiment quand même un concours de circonstances pour que les Bills s'effondrent. On va en parler juste après. En plus, les Bills qui se sont Oui. encore renforcés. Donc, bon, ça me semble quand même difficile. En AFC, il n'y a aucune assurance pour la wildcard, ça c'est certain. Mais je pense que Oui, c'est ça qu'ils visent. Oui, tout à fait. Bon, après, qui en dehors des vainqueurs de division, qui est éligible? Pour l'instant, il y aura les Chargers. Ouais. Il y aura certainement les Bengals. Ouais, Il y voilà, aura en une AFC place en plus. Nord, ouais. Parce que, et après, ça va se jouer, effectivement, ça va se jouer avec les Jets, les Bengals. Voilà le groupe qui va être là. Après, c'est un 5e choix. Wilson, c'est un 5e choix. Donc, Oui. pour moi, ça peut être pas mal. En revanche, pour Chubb, c'est le premier choix de 2023. Oui. Alors, mais c'était beaucoup plus. Je pense que le move de Chubb est beaucoup plus important par rapport à leur optique de jouer justement dès cette année.
Je prends la question de Biotime qui nous dit il y a eu globalement plus de mouvements que les autres années. Je te le confirme, d'après Adam Schefter, je vais prendre une source fiable. En 2012, depuis que la trade deadline étant à la fin de la semaine 8, en 2012, il y avait eu un seul trade, en 2013 un seul, en 2014 deux, en 2015, aucun. En 2016, 1. En 2017, 3. En 2018, 5. 2019, 2. 2020, 2. 2021, 3. 2022, jusqu'à ce matin, il n'y en avait pas. Mais en fait, il y en a eu non pas 9, mais 10, puisqu'un dernier trade fait au buzzer nous est parvenu. Alors, c'est pas le trade de l'année, mais c'est quand même un trade qui va nous permettre de faire une transition puisqu'il est des Bills. Les Bills qui ont été chercher un safety, Dan Marlowe des Falcons, en échange du 7e tour de draft 2023. Donc voilà, on aura un safety en plus du côté des Bills. Les Bills qui se sont renforcés donc avec un safety, mais aussi et surtout avec un running back en plus, un running back qui vient des Colts d'Indianapolis, qui était un petit peu barré, voire complètement barré par Jonathan Taylor, c'est Nyheim Hines qui débarque donc du côté de Buffalo. On savait qu'il cherchait plus ou moins un running back pour suppléer Devin Singletary. Est-ce que Nyheim Hines te semble un choix raisonnable, Yaya? Raisonnable, oui. Est-ce que ça va tout changer? Non. C'est pas un running back dominant. Il n'a jamais couru plus de 400 yards dans une saison. Je vois pas l'intérêt de trader Zach Moss pour lui, quoi. Enfin, moi, je trouve ça. Je trouve que oui, ils mettent un nouveau running back qui sera peut-être plus adapté au style de jeu qu'ils veulent, que McDermott veut. Mais moi, je pense qu'ils doivent être déçus de ne pas avoir fait les moves. Plutôt, ils se sont fait couper l'herbe sous le pied 2 fois. Je pense que le move de CMC leur aurait fait du bien. Eux, clairement, la saison était finie, quoi. Ils auraient fait ce move, la saison était finie. Si CMC était en bonne santé, bien sûr. Et après, le trade de Robinson, qui est parti chez un rival de division, aussi. Parce que je pense que c'était les 2 running backs capables de bouger sur cette trade deadline et qui n'ont pas bougé. Est-ce qu'ils ne vont pas prendre Kareem Hunt s'il se fait couper, on va en parler tout à l'heure, par les Browns? Moi, après, par rapport à ça, je peux juste rebondir, c'est que pour moi, ils sont peut-être dans un système où au final, ils ne voulaient pas foncièrement donner le vedettariat, comme on peut voir dans certaines équipes où on se dit le quarterback numéro 1, c'est un tel. J'ai l'impression que c'était peut-être fait exprès de de la running part back. du coach. Running back. Ouais, de running back. Ouais. Ah, pardon, excuse-moi, je suis Peut-être du quarterback. Ouais. Oh, pardon, je ouais, pense donc que du running back. du côté des Bills, le quarterback numéro 1, il est à peu près établi. Oui, mais Voilà, c'est le c'est running back numéro 1 aussi, donc Oui, ça aussi. tombe bien. Ouais, Mais oui, mais c'est ça, justement, c'est vrai. Bonne c'est un choix, réflexion. c'est un choix Ça intéressant m'arrive. parce que on peut se demander s'ils n'ont pas fait ce choix de Nyheim Hines aussi pour pas trop, entre guillemets, faire d'ombre à Josh Allen, lui donner des solutions en plus, mais sans pour autant lui prendre toutes ses solutions de course, quoi. Après comme je voulais dire, c'est que justement, ils veulent peut-être développer un jeu qui va être varié sur le fait de donner un comité de coureurs et en faisant en sorte que ce soit Singletary ou Hines apportent leur pierre à l'édifice sur chaque jeu pour pouvoir gagner les yards nécessaires, mais qu'au final, et ça c'est une très bonne réflexion parce que je ne l'aurais pas orienté de cette manière-là en expliquant, mais que oui, peut-être qu'au final, ils ont des jeux bien spécifiques avec Josh Allen qui prend de plus en plus de l'ampleur. Et on sent bien qu'au fil des matchs, il prend de l'assurance, même s'il en avait déjà beaucoup. Et au final, il a un énorme jeu de course qui prend une grosse partie des jeux et du match. Donc, c'est peut-être pour faire vraiment un complément d'ensemble. De là, moi, après, comme tu disais, on va revenir sur Kareem Hunt après au niveau de l'analyse, mais en soi, je ne suis même pas certain qu'ils étaient dans l'idée d'aller le chercher. Je pense qu'ils voulaient vraiment
un joueur, on va dire, même qui ne fait pas milliards, 800 yards ou 700 yards, qui était un complément, et que la perte de Zach Moss en soi, qui était beaucoup plus jeune, bah, il voulait quelqu'un d'un peu plus d'expérience avec Heinz malgré tout, qui est quelques années de plus au niveau quelques matchs de plus, pardon, au niveau de l'expérience en NFL, et que ça apporterait plus maintenant sur le fait de gagner maintenant. Alors après, dans le long terme, ça, on verra bien si ça a un impact. Hein. Oui, mais Heinz, à part, porter, les serviettes, de Taylor, depuis 1 an et demi, pas grand-chose, quoi. Cette année, il a fait 18 courses, 36 yards, je crois, Nyheim Hines, et un touchdown. En plus, les matchs où Jonathan Taylor était pas là, il était blessé aussi, je crois. Donc, Ouais, il et a pas eu de puis, chance. du coup, je suis sur le roster des Bills, à la course. Bah, tu as Devin Singletary, bah, qui est un bon, running back. Derrière, c'est Duke, Johnson, Taiwan Jones. Ouais. Voilà, Mais c'est pas, James le Cook. board, le board des Bills avait aussi dit que dans leur recherche de running back, parce qu'ils avaient annoncé très clairement qu'ils cherchaient un running back cette saison, ils voulaient aussi un running back qui pouvait avoir des courses. Je vais prendre quelqu'un que moi je maîtrise parfaitement, c'est Alvin Kamara, un running back à la Kamara, c'est-à-dire qu'il peut aussi se muer en receveur sur des tracés courts. Et Nyheim Hines, justement, sait faire ce genre de choses-là. Alors, c'est sûr qu'ils auraient préféré avoir Christian McCaffrey, qui est le gars parfait pour ça c'est Mmh. certain. Tu vois, je pense que par rapport à Singletary, il amène aussi des possibilités, une ouverture de cahier de jeu peut-être différente de celle qu'ils avaient avec Singletary. Ah bah, mais je leur souhaite. Moi, après, Et d'ailleurs, on avait parlé pendant un moment, il y a eu des rumeurs comme quoi potentiellement les Bills seraient intéressants pour aller chercher Alvin Kamara en trade avant la trade ouais, deadline. C'était avant le match de dimanche. Donc, tu vois, visiblement, oui, ils avaient bien sûr. ciblé ce profil de running back Ouais. comme Christian McCaffrey, comme Alvin Kamara, un peu plus mobile et pouvant jouer aussi en réception. Et bon, je pense que Nyheim Hines s'accordait à peu près dans leur schéma, même si effectivement, je suis d'accord avec toi, Yaya, sur la production de yards, on n'est pas à des niveaux de Christian McCaffrey ou d'Alvin Kamara, ça c'est assez net, oui, ça là-dessus, je Oui, crois mais qu'on sera après, tous d'accord. voilà, mais après, effectivement, là où je rejoins, Bertrand, c'est qu'il faut peut-être pas changer non plus tout l'équilibre de l'équipe. Hein? Ah oui, ça marche bien. C'est peut-être plutôt de la politique de vestiaire de pas prendre, quelqu'un d'autre. Bon, après, Ah oui. Mm. Par contre, je voulais juste faire un aparté sur le dernier move qui a été fait là, que tu disais, ça venait de tomber à l'instant au niveau du safety, dont tu nous rappelleras le nom et le prénom, parce que je ne l'ai pas. Dean, C'est Dean pas James Marlowe, Dean Marlowe. Dean Dean Marlowe, tout Marlowe, à ouais. Dean fait. Marlowe, voilà. Pas Donc, Dean Dean Zidane, mais, Marlowe, voilà. Et Dean Marlowe, pour le coup, là, je pense que c'est pour le coup, entre guillemets, hein, je vais mettre un élément complémentaire intéressant, parce que quand on voit ce qui s'est passé avec Micah Hyde, au niveau qui est toujours d'ailleurs blessé, mmh. on parle du retour de Tredavious White tranquillement, on va dire, où ça va se refaire petit à petit. Bah, pour le coup, c'était peut-être intéressant d'avoir justement une soupape de sécurité avec un joueur qui, même s'il ne sera pas un titulaire, va apporter s'il y a un absent de marque. Donc, on sent bien que c'est vraiment, du côté des Bills, ça a été des petites touches, pour s'assurer de ne pas enrayer la belle machine qui est en route, mais non plus de pallier des absences qui pourraient arriver, parce qu'une blessure, à chaque match, on compte le nombre de blessés à la fin de chaque match, hein, on sait qu'il y en a une paire, et donc c'est pour parer aussi à ce genre d'imprévu, pour le coup. Ouais. On passe aux Vikings du Minnesota. Les Vikings qui, eux, sont allés chercher carrément, ils sont allés faire leurs courses chez un rival de division. Chez les Lions de Détroit, ils sont allés chercher TJ Hawkinson. Alors, on va dire qu'entre guillemets, ça tombe bien parce qu'ils vont chercher Hawkinson au moment même où on apprend, et je pense que les deux informations sont liées, que Irv Smith sera absent pour 8 à 10 semaines, leur tight end. Et à peine 5 minutes après l'annonce de cette blessure, on apprend qu'ils ont tradé pour TJ Hawkinson. Est-ce que c'est pour toi un bon move, Bertrand?
Ah bah pour le coup, je pense que des deux côtés, même pour TJ Hawkinson, alors sachant que maintenant Irv Smith est blessé, hein, attention, c'est toujours Oui, oui, pareil, oui. Ouais. mais pour le coup, Irv Smith, malgré tout, il n'avait pas pour le moment une production qui était quand même des plus importantes durant la saison. Donc du côté de TJ Hawkinson, bon, on quitte une équipe qui était portée vers l'attaque pour le coup, mais à court terme qui n'était pas sur comment je vais dire ça, sur sur une qualification qui, malgré les matchs gagnés éventuellement, mais avec la stabilité d'équipe, n'était pas sur une qualification pour aller en play-off ou pour aller loin. Là, on est sur les Vikings où ils retrouvent une équipe qui potentiellement est assez instable parfois dans les jeux, dans le jeu, dans les matchs, dans la manière dont ils les abordent, qui peuvent gagner ou perdre assez facilement, même si on sent bien qu'ils gagnent plus qu'ils ne perdent. Et je pense que c'est un renfort qui vient en apropos parce qu'un très bon tight end, c'est toujours important dans une équipe. C'est vraiment l'élément de stabilité. Et si TJ Hawkinson arrive à avoir le même genre de production qu'il avait avec les Lions, qui était porté quand même relativement vers l'attaque, hein, pour le coup, je pense que ça peut être très très bon pour les Vikings s'il arrive bien à s'intégrer. Les Vikings, mon cher Yaya, qui du coup ont, si on résume, Justin Jefferson, Adam Thielen comme receveur, qui ont TJ Hawkinson comme tight end, qui ont Dalvin Cook et Mattison comme running back. Ça commence à faire une belle escouade offensive quand même, hein, pour les Vikings. Pourquoi tu cites pas notre ami Kirk Cousins? Oui, j'aurais pu le citer, si tu veux. Bah, cite-le, fais-lui plaisir. Oui, mais non, mais je pense que là, Kirk Cousins a toutes les cibles à disposition. Donc, oui, tu as entièrement raison. Ils ont eu, avec une ligne qui est très correcte, qui fait des brèches pour les deux running backs. Les receveurs, c'est top qualité avec Justin Jefferson qui est aujourd'hui un des meilleurs, si ce n'est le meilleur receveur. Et là, il rajoute un tight end. Alors après, il faut voir dans quel est-ce qu'il va pouvoir aussi bloquer comme il faut, parce qu'on sait qu'un tight end bloqueur, ça aide bien. Mais on sait qu'en réception, c'est un très très bon tight end. Et que, alors, ok, il a fait un gros match cette saison qui Contre a mis en Seattle, lumière, ouais. oui, qui m'a coûté un match de fantasy. Mais blague mise à part, oui, c'est un très très bon move. Surtout que les compensations, c'est des échanges de tours de draft. Ils avancent sur les dates, sur les tours. Minnesota ne se découvre pas trop. Détroit récupère, avance dans ses ordres de draft. J'ai envie de dire, c'est un peu gagnant-gagnant. Et on ne savait pas trop quoi attendre des Lions cette année. On a la confirmation que voilà, cette année, on sait que c'est une saison de plus de galère. Et puis voilà. Alors Biotime est d'accord avec toi sur le gagnant-gagnant, visiblement. Il nous dit les Lions renforcent un rival de division pour si peu en retour. Le GM des Lions, Masterclass. Là-dessus, c'est vrai qu'il y a une vraie interrogation. J'ai parcouru un peu les réseaux sociaux des fans des Lions qui se disent, alors certes, on accumule des tours de draft, machin tout, pour la reconstruction de l'équipe, mais on a l'impression que ça fait 20 ans qu'elle est en reconstruction, quoi. Non, mais blague mise à part, non, mais tu vois, Non, mais un peu ça fait, plus. ça fait, Non, mais ça faut, fait- faut- oui, faut- oui, oui, tu peux même remonter un peu plus, mais tu vois, je veux dire, ils accumulent les tours de draft pour voir ce qu'ils en ont fait ces dernières années. Est-ce que TJ Hawkinson, finalement, aurait pas pu être un des points sur lesquels s'appuyer pour une reconstruction, tu vois, précisément parce qu'on savait que c'était un tight end qui avait quand même une certaine qualité. Est-ce que vraiment le trader pour des nouveaux tours de draft, est-ce que c'est vraiment une si bonne idée que ça pour les Lions? Moi, je pense qu'effectivement, parce que quand j'ai développé, j'ai pris sous le prisme de Minnesota qui récupère un bon joueur. Attention, hein. Mais là, Oui. si on parle vraiment que des Lions en soi, pour le coup, oui, j'ai du mal maintenant, j'ai du mal à saisir
en tout cas la volonté ou tout du moins l'orientation qui est prise. Ah bah, Parce qu'on sentait bien, si on voit Arnox, si on voit les épisodes d'Arnox, on sentait bien une équipe avec Dan Campbell. Alors on peut toujours critiquer Dan Campbell sur sa façon de gérer les matchs, sur le fait qu'il est proche de ses joueurs et que c'est juste un motivateur et pas un gestionnaire d'équipe, autant que ça, entre guillemets. Mais pour le coup, on sentait bien que le but, c'était quand même de construire quelque chose, même si c'était pas foncièrement avec Jared Goff, et peut-être de voir ça avec un autre quarterback à un moment donné. Mais enfin, il y avait une base avec St. Brown, avec DeAndre Swift. Voilà, donc pour le coup, il y avait quand même une bonne base, et se séparer d'un élément comme ça, j'ai du mal à le saisir pour cette équipe-là, malgré tout, parce que là, ils vont casser leur bel élan, parce que l'élan où il n'y était pas, c'était en défense. Ils en sont même séparés d'un membre de leur staff à cause de ça, là, récemment. Mais pour le coup, en attaque, on pouvait dire que ça tournait, même s'il y a eu des hauts et des bas. Donc là, sans TJ Hawkinson, je revois le depth chart des Lions. Pour le coup, ça va être avec Brock Wright au niveau du tight end. Bon, après, derrière James Mitchell, voilà, ce pas des noms que l'on connaît. Il va y avoir moins de possibilités pour Jared Goff. Ça va être plus compliqué sur cette deuxième partie de saison. C'était un huitième choix de draft, quand même, Hawkinson. Donc, ah oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Moi, je pense que. Alors, moi, je pensais qu'ils allaient le trader, mais plutôt que c'était l'équipe dont on ne parle pas qui aurait dû aller le chercher. Je pense que voilà. Alors, il y a Biotime qui nous dit: «On envoie beaucoup d'amour à Benjamin Bernard» et oui, on le salue, Benjamin, qui, nous écoute peut-être. Je vais rappeler ce tweet. Il est en pleine préparation des World Series, à mon avis. C'est vrai, Donc, c'est vrai. Justement, il nous a peut-être en écouteur, pendant qu'il prépare. Je vais rappeler son tweet de tout à l'heure à 18h. Il a marqué, je le cite: «On est nul, on ne progresse pas et maintenant on renforce un rival de division, c'est cadeau pour les Vikings». Voilà pour la réaction après le départ de TJ Hawkinson. Est-ce qu'il va jouer Surtout qu'il Jameson avait. Williams cette saison? Vas-y, Surtout qu'il avait Bertrand. 25, excuse-moi, surtout qu'il avait 25 ans. Donc, si on peut dire le gars a passé la trentaine ou il est à 29, bon, le mec, il a 25 ans, pleine force de l'âge. Il avait quand même, il faisait quand même des bons matchs. Voilà, c'est ça qui est un peu plus incompréhensible au final. Alors, est-ce que Jameson Williams va jouer cette année? Je ne sais pas. Pour tout vous dire, non, mais après, quand il y a un trade comme ça, c'est soit il a demandé, soit l'équipe qui est au quotidien avec les joueurs a décelé quelque chose sur un autre joueur. Et voilà, donc on va peut-être voir pourquoi ce trade dans quelques temps. Sinon, c'est apocalyptique. Disons que j'aurais pu rejoindre ton propos si on était dans une franchise qui fait des bons choix pour pouvoir faire avancer la franchise. Tu vas me dire la même chose parfois des Patriots, même des Bills à l'heure actuelle, entre guillemets, hein, attention, hein, vu la gestion qu'ils ont, je vais te dire oui. Mais là, vu la gestion qu'a les Lions depuis X années, à un moment donné, on se dit plutôt, c'est encore une décision l'emporte-pièce, et puis et on se fait aveugler par des tours de draft, entre guillemets. Donc c'est vraiment malheureux, et moi j'ai peur que plutôt ça continue d'être dans le moyen moins du côté des Lions. Et là, on était dans le moyen, on va descendre dans le moyen moins, et peut-être pire si vraiment ça prend une mauvaise tournure. On parlait des Raiders hier, c'est un peu le même type de franchise, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Alors, ils ont quand même brisé des carrières, hein. Barry Sanders, qui, même si c'est un Hall of Famer, voilà ce qu'il a fait. Stafford avant qu'il parte. Megatron. Enfin, voilà, c'est. Pour répondre Oui. à Biotime, juste Jameson Williams, il est, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il était toujours reporté à peu près à un mois de sa reprise par rapport à sa blessure au Il genou. va manquer. Les dernières infos qu'on a, c'était la semaine dernière, et le coach avait dit qu'il manquerait au moins encore un mois. Il espère qu'il jouera cette saison, mais rien n'est sûr pour Jameson Williams. On va passer maintenant, les amis, à ceux qui n'ont pas bougé. Parce que il y a eu des trades qui se sont faits, et puis il y a eu des trades qui ne se sont pas faits, qu'on attendait et qui ne se sont pas faits.
Au premier rang desquels, alors, on commence par quoi? Les équipes ou les joueurs? Ou les qui? Les équipes? Allez, les équipes. Allez, les Au premier équipes. rang desquels, Équipe. les Packers de Green Bay, qui n'ont pas bougé donc sur cette trade deadline. Aucun échange, ni en plus ni en moins. Alors on sait que le problème, et Mika nous l'a rappelé, et Biotime aussi des dizaines de fois, le problème est global. Il n'y a pas qu'un problème de cible pour Aaron Rodgers. Mais tout de même, Bertrand, c'est quand même étonnant de voir que les Packers n'ont pas bougé dans cette trade deadline. Étonnant, je dirais, dans la situation actuelle, je reviens sur une phrase que j'avais dit il n'y a pas très longtemps. On est dans une franchise qui est assez traditionnaliste, tout du moins au niveau même du board et dans leur choix. Et est-ce que le fait de bouger dans une situation où tout du moins, comme j'ai dit, ils savent où ils vont, et est-ce que sur un choix comme ça de dernière minute d'un joueur qui serait bon mais pas désiré dans le système, et sûrement que également Matt Lafleur a son mot à dire, bah, rien n'est moins sûr qu'au final, c'était autant désiré que ça. Donc moi, personnellement, je ne suis pas surpris, un tant soit peu, de la tournure. Je pense que, je l'ai peut-être dit, je crois, sur cette émission, je pense que Aaron Rodgers, c'est quand même l'élément clé de cette équipe, que selon son humeur à lui, l'équipe va avancer ou pas. Il montre bien que là, bah, il fait ce qu'il peut, attention, hein, mais il montre bien malgré tout qu'il il va pas foncièrement se bouger à fond les manettes pour maintenant que de toute façon il sait qu'il n'aura pas son joueur type qu'il a besoin pour faire avancer l'équipe. Il est en critique de son effectif constamment. Je dirais par obligation, si un joueur qui vient, je ne sais pas si dans le contexte actuel d'ambiance, il serait content de venir. Et quant à ceux qui pourraient venir par choix, je ne suis pas certain non plus qu'ils aient foncièrement envie. Donc c'est une mauvaise période pour les Packers, mais pas surpris qu'au final, ils aient bougé tant que ça. Biotime nous dit on a tenté Claypool, de prendre Claypool. Peut-être que Claypool aurait préféré aller chez les Packers que chez les Bears. Ça, c'est une autre question. Mais toi, Yaya, alors sans parler de surpris, est-ce que tu pensais que les Packers allaient bouger ce soir? Je pensais qu'ils auraient fait un move, mais je pense que quel que soit le move, ça aurait été un panic move. Et ils ont évité cet écueil, je pense, finalement. Je pense que surtout le board, c'est une décision politique de pas prendre un joueur pour prendre un joueur. Ils auraient pu, effectivement, Claypool était une cible, Jaren Jeudy aussi. Mais je pense que le truc, c'était de dire ok, tu veux faire ta diva, tu as eu ton gros contrat, maintenant on est bloqué, qu'est-ce qu'on fait à Rodgers, tu veux tout diriger la franchise, mais voilà à quoi ça nous a mené. On a perdu Davante Adams parce que tu as un gros contrat et que tu as voulu la jouer solo. Ben maintenant, libre à toi. Donc je pense que faut pas se souvenir déjà qu'il avait fait un petit caca nerveux quand ils avaient sélectionné un quarterback à la draft assez haut, Love, je ne sais plus son prénom. Donc voilà. Jordan Love. Ouais, c'est Jordan Love, ouais, je crois. Et du coup, aller chercher un joueur, perdre des tours de draft alors que tu vas potentiellement partir sur un nouveau cycle, c'est pour contenter ta star. À la limite, pourquoi pas essayer de faire un move cet été où justement tu essayes de bouger Aaron Jones dans une équipe, dans un trade un peu le joueur dont on n'a pas le droit de parler et vers l'équipe dont on n'a pas le droit de parler. Donc voilà, moi je pense que le board a voulu tenir tête. Maintenant ils sont en position de force par rapport à Rodgers et donc voilà. Biotime a une théorie qui me semble d'autant plus intéressante que lui suit de près les Packers, c'est de dire que finalement ils sont déjà passés à autre chose. Retraite de Rodgers, reconstruction avec Jordan Love et Lafleur, et puis ciao, et que ça servait à rien de faire un trade ce soir, puisque de toute façon ils ont déjà tourné la page
de cette saison et d'Aaron Rodgers. Alors, peut-être pas d'Aaron Rodgers, mais de la saison. Ils peuvent encore accrocher les playoffs. Ah, Et bien puis, sûr, bah oui. arriver Oui. en playoff, tu gagnes un match à l'extérieur, ça soude le groupe. Tu arrives sur une demi-finale de conférence, tu sais pas, un malentendu de faux témoins, tu arrives en finale de conf et t'égales les dernières saisons. J'y crois pas parce que la défense ne le permet pas. Mais pour moi, le vrai truc, c'était s'il y avait un ajout à faire, c'était en défense, pas en attaque. Alors moi, j'y crois pas d'autant plus que je pense que c'est beaucoup plus sur l'ambiance globale et parce que même si Aaron Rodgers n'a jamais eu sa langue dans sa poche malgré tout, là, il y a quand même des frasques médiatiques qui sont quand même, et verbales, qui sont quand même très, très, très préjudiciables pour avoir confiance et surtout sur les principaux concernés, c'est-à-dire ses receveurs. Qui en ont pris plein la figure depuis le début de la saison. Donc là, je pense qu'au-delà de ça, c'est vraiment de toute manière une qualification en playoff pour moi, avec entre guillemets le planning qu'ils ont pour la suite, où ils vont quand même les Cowboys, les Titans, bon, on sait comment ils jouent. Si en plus la défense ne step up pas correctement, ils vont quand même manger. Les Eagles, j'en parle même pas. Les Rams, si à un moment donné ils se révèlent malgré tout. Les Dolphins qui se renforcent. Enfin voilà, ça commence à faire beaucoup. Ils ont peut-être déjà passé dans l'été, ils ont peut-être déjà passé la saison derrière eux en se disant on verra l'année prochaine et on va pas commencer à faire n'importe quoi comme ça à la dernière minute. Ouais. On passe Et à une autre équipe. Oui. juste une Vas-y. petite chose, je remercie Biotime de ne pas avoir cité les Giants avec les deux équipes qu'il a citées. Oui, il a cité les Jets et les Commanders parce que l'épisode va être passé en podcast, donc Ah oui, pardon. on va donner les informations que nous on voit et que les gens n'auront pas forcément à l'oral. Donc Biotime nous a parlé de la défaite contre les Jets et les Commanders et il n'a effectivement pas cité les Giants. Les amis, on va passer à une autre équipe qui aurait pu bouger, qu'on attendait plus ou moins bouger ce soir et qui n'a pas fait, ce sont les Rams. Les Rams de Los Angeles qui sont toujours avec leurs problèmes de jeu de course. On avait annoncé que Cam Akers pourrait partir, il n'est pas parti. On a annoncé que les Rams pourraient aller chercher un running back, ils ne sont pas allés en chercher un. Pourquoi, Yaya? Mais pour faire des trades, il faut avoir des choses à échanger parce que C'est vrai, c'est le concept de l'échange. voilà, aujourd'hui, ils ont plus de tour de draft puisqu'ils les ont passés en Jalen Ramsey il y a quelques années et en Von Miller l'an passé. Donc, c'est un peu le problème et c'est un peu les limites de leur game plan, quoi. Donc, bon, aujourd'hui, on a tous les limites de la construction de l'effectif des Rams. Et je suis pas loin de penser que Sean McVay, malgré tout, fait un très bon boulot avec ce qu'il a. Effectivement, il n'a pas de jeu au sol, il a un très bon receveur. Ils se sont trompés, à mon avis, sur le receveur 2, Robinson, qui n'a pas le niveau pour jouer dans cette équipe. Et du coup, voilà. Et en plus, la défense qui commence à vieillir et la ligne qui est catastrophique cette année, quoi. Il va falloir d'urgence trouver un left tackle parce que sinon, Stafford, voilà. On en parlait hier avec Mika. Il n'est pas le plus grand fan de Matt Stafford, mais pas loin de penser comme lui. Oui, on arrive à un moment donné sur les limites de Matthew Stafford et de ce qu'on avait pu parler auparavant sur l'année dernière ou les saisons auparavant. C'est que s'il est très bien protégé, comme beaucoup de quarterbacks, il va pouvoir faire des résultats. Il va pouvoir, en tout cas, faire avancer son équipe. Maintenant, par rapport à d'autres quarterbacks qui vont pouvoir faire avancer leur équipe, même s'ils sont moins protégés, un temps soit un peu moins protégé, lui, pour le coup, il est toujours dans une instabilité qui n'est pas
que l'on n'attend pas dans une équipe des Rams qui doit jouer le haut du tableau. Là, on est, comme tu viens de le dire, mais enfin, de toute façon, je ne vais pas en rajouter beaucoup parce que c'est exactement ce que j'aurais dit sur l'ensemble de ce que tu as dit. Au final, c'est la limite de ce qu'on a vanté. Parce que je me souviens des réseaux sociaux, etc., qui vantaient vous avez des tours de draft, etc. Mais voyez comment ils font ça bien du côté des Rams, à monter des trades, à avoir réussi à faire venir des joueurs en libérant des tours de draft, et puis c'est pas grave. Mais ça, c'est du court. On arrive sur le système à court terme. Ça veut dire qu'on a des résultats maintenant. Ils ont gagné un Super Bowl, mais on commence à, comme tu l'as dit très bien, à avoir des limites de ce système-là. Et au final, on se rend compte que les tours de draft, même si ça prend du temps dans la construction d'une équipe, ça permet quand même, quand on voit les Jets avec Sauce Gardner et Quinnen Williams, au moins de commencer à construire la base de son équipe. Alors peut-être que tout n'est pas parfait, peut-être que ça prend du temps, mais si la franchise est bien construite, si la franchise est bien sensée dans ses choix, en règle générale, même avec des tours de draft, ça finit par payer à un moment donné. Là, c'était une politique à court terme. Voilà la politique à court terme sur ce qu'elle a mené au final. Alors, petite dédicace pour notre ami Flav et le podcast, enfin le live cross-check. C'est OK, ils appellent ça un joueur en location. Ils prennent des joueurs en location pour une demi-saison, pour aller faire un run, essayer d'avoir le titre en payant des tours de draft pour des joueurs avec des contrats expirants ou qui arrivent bientôt à expiration. Et je me souviens même qu'à un moment donné, dans ce système-là, on disait je me souviens mais vraiment de ce qu'on voyait. Les autres franchises, elles n'ont rien compris. C'est la façon qu'il faut faire. C'est comme ça que ça se manège le football américain. C'est fini le temps où on misait sur les tours de draft. Peut-être qu'on va se tromper, hein. Mais moi, je pense comme Yaya. Je pense qu'on va pas trop se tromper et qu'à un moment donné, on va voir les limites de tout ça au final. Et donc, pas de mouvement à la trade deadline. En fait, le truc, c'est que c'est un mix des deux. C'est-à-dire que quand on est dans une bonne saison, qu'on est très bien pourvu en tour de draft, on peut en lâcher quelques-uns. Mais de là à tous les lâcher, voilà. Ou alors, on se dit, on fait all-in sur une année. Les fans, vous êtes au courant. On a construit l'effectif. Il nous manque une pièce. On le prend pour 6 mois, un an et demi maximum. On donne des premiers tours parce que c'est les premiers tours qui sont le plus chers. Et voilà. Donc, et puis, il faut que ça clique avec les systèmes. Ce n'est pas une science exacte. Et voilà. Donc, prendre des vétérans, ça a toujours. Et puis, dans quel état on connaît la durée d'un joueur en NFL qui est extrêmement courte. Donc, voilà. Si Von Miller n'est pas resté, il y a peut-être une bonne raison aussi, d'une certaine façon. Je pense qu'il voulait un contrat de 4 ans. Donc, tu prends un contrat, le contrat qu'il prend aux Bills bloque pendant quelques années quand même. Hein. Bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que lui aussi, même si les Bills, il sent bien qu'il peut jouer le titre, rien ne nous disait qu'au final, la saison des Rams allait être celle que l'on voit maintenant, entre guillemets. Ah oui. Donc, quand tu es à Los Angeles, tu sors d'une équipe qui vient d'avoir le titre, tu te dis, on a la même base d'équipe pratiquement, on va peut-être pouvoir rejouer la même chose. Est-ce que lui, de toute façon, ou en interne, il s'est pas rendu compte que c'était pas ça du tout et que peut-être il a été assez malin. Alors oui, il a pris son gros contrat avec les Bills, qui lui ont filé sur 6 ans. On est bien d'accord, c'est sûrement ça qui a joué. Mais quand tu es à Los Angeles et que tu sors d'une équipe qui joue le titre, c'est bizarre d'entre guillemets de pas de faire une continuité avec cette équipe-là pour aller chercher autre chose. Voilà. Ah ben moi, entre aller vivre à Los Angeles ou vivre à Buffalo, j'ai vite choisi. Hein. Je préfère la plage. C'est sûr. Tous les joueurs aussi, en règle générale. Il y a aussi des joueurs que l'on attendait qui pouvaient bouger et qui ne l'ont pas fait. Au premier rang desquels, un certain Karim Hunt, qui a dit hier soir qu'il était partant pour n'importe quoi et n'importe où parce qu'il aimait le football et que tout ce qu'il voulait, c'était jouer. Mais pourtant, il est toujours un Browns ce soir. Est-ce que Yaya, tu le vois être coupé très prochainement par la franchise ou est-ce que ils vont finalement le garder en backup de Nick Chubb? La franchise a essayé de lui trouver des points de chute.
Mais je pense que la contrepartie, sachant qu'il avait fait ses déclarations, les franchises attendent toutes qu'il soit coupé et que le récupérer gratuitement, hein. Oui, Donc, bah oui. voilà. Effectivement, je pense que lui, je le verrais, je le verrais extrêmement bien à Buffalo. Ouais. Mais dans le système de Buffalo, et là, voilà. Je pense que c'est un joueur qui peut apporter à une équipe. Alors après, on se souvient comment il s'est fait couper par Kansas City. Donc, ça joue dans la baisse de la cote du joueur, hein. Donc, il a perdu gros. Du coup, moi, je pense que ça peut être lui aussi un joueur qui peut aller. Ça peut être le coureur qui peut aller aux Rams aussi. Oui, Bah, peut-être que les oui. Rams attendent de se couper puisqu'ils sont justement opportunistes sur des bons coups, même à court terme. Donc, Voilà, tout à fait, peut-être ouais. qu'ils n'ont pas bougé à cause de ça. Effectivement. Autre joueur qui n'a pas bougé, et pourtant Yann Rapoport nous a annoncé qu'il, après la trade deadline, qu'il y avait eu énormément d'appels pour lui, c'est Brandin Cooks, le receveur des Texans. Alors lui, c'est plus un problème de contrat, hein. Il y a un contrat qui est un petit peu difficile à assumer. Du coup, Brandin Cooks, est-ce que Bertrand, tu le vois finir la saison chez les Texans? Oui, là, je le vois, pour ma part, hein, moi, je le vois finir la saison chez les Texans, vu le contrat qu'il a. On sait bien que par rapport au salary cap et par rapport à ce que les équipes peuvent dépenser durant une saison, que c'est déjà assez compliqué pour être vraiment au top et être déjà positif dans tout ça. Donc, oui, là, Brandin Cooks, il finit la saison Texan. Je ne sais pas cette situation contractuelle à la fin de la saison, si au final après il a encore une année ou si il va pouvoir prétendre à être agent libre et pouvoir choisir l'équipe où il voudra aller. Mais pour le coup, là ça finit la saison Texan. Ouais. Tu t'es étonné, toi, Yaya, qu'il ait pas trouvé preneur, Brandin Cooks? Oui et non. Je pense que vu comment les Texans ont été critiqués pour le transfert de DeAndre Hopkins, je pense que du coup, ils ont fait en sorte de ne pas être le dindon de la farce cette fois et de demander de belles contreparties. Donc, ça m'étonne sans m'étonner. Est-ce qu'il y a un joueur ou une équipe que vous pensiez avoir, qui allait bouger et dont on n'aurait pas parlé, Bertrand, Yaya? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez mettre en avant ou est-ce qu'on a fait le tour? Moi, je pense que on a assez fait le tour. Il y a Jarrod Judy qui était annoncé partant aussi, et puis Ouais, du coup, non. ouais. Donc, pour l'instant, pour moi, voilà. Alors, visiblement, Brandin Cooks a l'air très mécontent de ne pas avoir été, Tradé. échangé. Donc, à voir ce qui va se passer. Très bien. Eh bien, on remercie du coup tous ceux qui nous ont écoutés pour cette heure de débriefing de la trade deadline. On remercie évidemment Yaya et Bertrand d'avoir été là Avec plaisir. pour toutes les réactions à chaud de cette trade deadline. On espère vraiment que ça vous a plu, cette émission. Demain matin à 7h30, on retrouve Sam pour le Breakfast Club, tous les résultats NHL, NBA de la nuit. Ce sera de la NHL demain soir sur les antennes de TF1 à 21h avec Crosscheck. Et nous, pour la NFL, on se retrouve jeudi pour la preview du match entre les Eagles de Philadelphie et les Texans de Houston. On vous souhaite à tous une très bonne nuit et on se retrouve très vite sur les antennes de TF1. Salut tout le monde. Ciao à tous. Salut, ciao, ciao.